Il y a aussi, bien sûr, tout à l'heure j'ai parlé de l'abouchement ectopique du mia de l'urètre, et là on parle d'hypospadias lorsque le mia est ectopique sur la face ventrale de la verge, et on parle d'épispadias lorsque l'ouverture il est ectopique sur la face dorsale de la verge, sachant que les hypospadias ils sont beaucoup plus fréquents que les épispadias. Il y a aussi ce qu'on appelle la valve de l'urètre postérieur. La valve de l'urètre postérieur, ce sont des enfants qui naissent avec des membranes persistantes au niveau de l'urètre postérieur. Au niveau de l'urètre postérieur. Et c'est une pathologie qui est propre aux garçons. Elle ne touche pas l'enfant, la fille, mais elle touche presque toujours le garçon. C'est-à-dire, si on a une suspicion d'une obstruction sous-vésicale chez un garçon, le premier diagnostic à évoquer, c'est la valve de l'urètre postérieur. Donc, vous voyez que les malformations de l'appareil urogénital, ils touchent souvent les jonctions. Jonction entre le pilon et l'urtère, jonction entre l'urtère et la vessie, jonction entre l'urètre et la vessie. Donc là, au niveau de jonction, la valve de l'urètre postérieur, c'est au niveau de la jonction entre l'urètre et la vessie. Les bourses, donc les malformations qu'on peut avoir au niveau des bourses, c'est les anomalies de migration testiculaire, depuis les cryptorchidies inguinales simples jusqu'aux testicules intra-abdominaux, c'est-à-dire des testicules qui sont restés dans l'abdomen sans descendre. Aussi, on peut avoir des anomalies du canal péritoneo-vaginal, c'est-à-dire persistance de la communication péritoneo-vaginale, et il peut revêtir plusieurs aspects: l'hernie inguinale, l'hernie inguino-scrotale, l'hydrocèle et le kyste du cordon. D'accord? Et le varicocèle, bien sûr, ça vous le connaissez, ça touche surtout chez les adolescents et les adultes. Ce sont des anomalies des veines spermatiques qui drainent mal le sang testiculaire, et ça se délate et ça devient responsable de grosses bourses dues à des varicosités au niveau des veines spermatiques. Et bien sûr, si on ne fait rien, le risque c'est quoi? C'est la stérilité après. Voilà. Les autres, ce sont les plus complexes, c'est le chapitre DSD, c'est-à-dire les anomalies de différenciation sexuelle. C'est quand on a un enfant qui n'est ni garçon ni fille, il a des organes génitaux externes qui sont à la limite, c'est-à-dire on ne peut pas juger ces garçons, ces filles. Il y a parfois un micropénis, parfois on a un clitoris qui rappelle une verge alors que c'est une fille à l'intérieur. Il y a des enfants qui ont aussi des verges avec ils ont des verges mais avec éturis à l'intérieur. Il y a aussi l'inverse, chez la fille, lorsqu'on opère une hernie, on trouve des testicules, par exemple. Donc tout ça s'appelle les anomalies de différenciation sexuelle. C'est un chapitre qui est très hétérogène. Donc pour faire le diagnostic des uropathies malformatives, d'abord l'objectif de cet exposé, c'est que vous reconnaissiez les principales circonstances de découverte. Comment on découvre, c'est-à-dire comment suspecter une anomalie ou bien une uropathie malformative, et bien sûr savoir évoquer et confirmer le diagnostic de l'infection urinaire, parce qu'on va voir que le motif principal de toutes ces uropathies malformatives, surtout les uropathies malformatives inapparentes, c'est-à-dire qui sont profondes, c'est l'infection urinaire. Et l'infection urinaire, elle peut en fait prendre plusieurs tableaux cliniques. Chez l'enfant, et c'est souvent on a des signes qui sont extra-urinaires, une simple fièvre, un tableau digestif, etc. Mais il faut avoir dans l'esprit
le diagnostic de l'infection urinaire et vous allez voir qu'on peut facilement résoudre le problème et répondre à la question rien que par la bandelette urinaire et on peut dire est-ce que c'est l'infection urinaire ou c'est autre chose. Et bien sûr, planifier les examens complémentaires, c'est-à-dire quand on a une suspicion ou une infection urinaire, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut juste simplement traiter l'infection urinaire et s'arrêter? Est-ce qu'il faut demander des examens complémentaires? On va voir tout ça. Et bien aussi apprécier le retentissement parce que le souci principal du praticien dans la prise en charge des uropathies malformatives, c'est l'insuffisance rénale. Parce que les uropathies malformatives sont en fait la première cause de l'insuffisance rénale terminale chez les enfants. Et vous allez voir que l'insuffisance rénale chez les enfants, c'est une catastrophe. Parce que déjà l'insuffisance rénale en elle-même, terminale, même chez l'adulte, c'est une catastrophe. Mais chez l'enfant, le drame il est vécu autrement, c'est-à-dire plus difficilement. Donc, les uropathies malformatives, ce sont des anomalies congénitales de l'arbre urinaire. Donc, quand on parle d'uropathie malformative, c'est ce qu'on veut dire par ça. C'est anomalie congénitale et pas acquise. Anomalie congénitale de l'appareil urinaire et toutes les parties de l'appareil urinaire sont fréquentes, une à deux sur chaque 200 naissances et touchent surtout le garçon. Le garçon, il est beaucoup plus touché que la fille. Ils sont graves par le retentissement sur le rein, par le biais de la néphropathie qu'il entraîne et qui se termine souvent, si on ne stoppe pas cette néphropathie par la correction de l'uropathie, il se solde par la perte de ce rein, c'est unilatéral, et par l'insuffisance rénale, c'est bilatérale. Le pronostic il est heureusement amélioré par l'évolution de la prise en charge, que ce soit diagnostico-thérapeutique. Quand on parle de la prise en charge diagnostique, c'est l'évolution de technologie, de l'imagerie actuellement, qui donne beaucoup de précision dans les résultats et donc beaucoup de précision dans les indications thérapeutiques pour savoir quand est-ce qu'il faut intervenir et quand est-ce qu'il faut simplement surveiller. Mais il faut surveiller et jamais lâcher l'enfant parce que une uropathie malformative qui relève d'une surveillance peut devenir en fait une indication à une chirurgie à un moment de cette surveillance. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher ses enfants jusqu'à la fin de croissance, même opérés. Et le progrès aussi de la prise en charge thérapeutique par en fait le développement des technologies, surtout de l'endourologie, c'est-à-dire de l'instrumentation de l'endourologie maintenant, il est disponible en matériaux miniaturisés pédiatriques. Nous avons des instruments qu'on peut utiliser même chez des petits enfants de quelques mois, quelques jours même. Et aussi bien sûr maintenant le développement de cette spécialité parce que maintenant il y a des centres qui ne font que cette urologie, en fait la chirurgie urogénitale pédiatrique. Et quand on se spécialise dans cette discipline, donc on a beaucoup d'expérience et on trouve où former en fait les gens. Par exemple, maintenant, si quelqu'un veut se former en urologie, il peut partir dans un centre et trouver là où il va trouver ce qu'il veut. On les classe en deux catégories, généralement. Il y a les uropathies malformatives hautes, c'est quand ils touchent le haut appareil urinaire. L'autre appareil urinaire, c'est le rein et l'urtère. Le rein et l'urtère. Et l'uropathie malformative basse, c'est quand ça touche uniquement la vessie ou l'urètre. On peut les classer aussi selon l'expression clinique. Il y a des uropathies qui sont apparentes, c'est-à-dire uniquement à l'inspection, par l'examen clinique, on peut faire le diagnostic. C'est comme l'hypospadias, l'épispadias, l'extrophie vésicale, etc. Mais il y en a celles qui sont inapparentes parce que
si on examine, on ne va rien trouver par l'examen clinique. Il faut demander de l'imagerie pour faire le diagnostic. C'est pour ça qu'ils sont inapparents. Et là, c'est surtout le reflux vésico-urétéral, le syndrome de jonction pilo-urétérale, les duplicités, les méga-urtères obstructifs, etc., etc. Le retentissement rénal, les uropathies malformatives, ils menacent beaucoup le rein par deux mécanismes. D'abord, le mécanisme principal, c'est le reflux vésico-urétéral. C'est-à-dire quand on a un reflux ou bien une autre uropathie malformative associée au reflux vésico-urétéral, ça donne ce qu'on appelle la néphrite interstitielle, c'est-à-dire parce que l'urine, il va infiltrer le parenchyme rénal. C'est pour ça qu'on aura une néphrite interstitielle, et cette néphrite interstitielle qui sera avec l'évolution responsable de la dysplasie rénale. L'autre mécanisme, c'est l'obstruction. Quand on a une jonction quelque part, soit une jonction pilo-utérale, ou bien une jonction urétérovésicale, ou une jonction urétrovésicale qui est sténosée. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence? On va avoir une stagnation, une stase, c'est-à-dire une stase de l'urine en amont de l'obstacle. Et quand on a une stase de l'urine en amont, on aura une dilatation de la voie excrétrice. Et cette dilatation de la voie excrétrice va se faire au dépend de quoi? Au dépend du parenchyme rénal, parce que la voie excrétrice va se dilater, il va pousser ou bien écraser le parenchyme rénal. Et bien sûr, l'autre conséquence, c'est quoi? C'est une infection. Toute stase va se solder par une infection. Il y a un risque pour une infection par la pilulation microbienne, parce que dans les urines, il y a des germes qui s'en profitent. Et quand on a l'urine qui ne passe pas, qui ne coule pas, qui ne s'élimine pas, on va avoir une surinfection, c'est-à-dire les saprophytes vont devenir des pathogènes, et c'est surtout l'Escherichia coli dans la filière urogénitale. Donc tout ça va aboutir à la réduction du nombre de néphrons. C'est-à-dire le nombre de néphrons dans le rein va se réduire. Avec l'évolution, on ne fait rien bien sûr. Et altération de la fonction rénale, mais ici on ne fait rien, le rein va être perdu. C'est-à-dire ce rein-là va perdre tout son parenchyme, tous ses néphrons, et va se transformer en un kyste rempli d'urine. Et si c'est bilatéral, on va avoir une insuffisance rénale terminale et l'enfant va être envoyé à la dialyse en attendant une greffe de rein. Les circonstances de découverte. On commence toujours par le diagnostic anténatal. D'ailleurs, c'est pour ça que, en fait, c'est très important de savoir, en fait, diagnostiquer les uropathies malformatives et toutes les malformations, pas uniquement les uropathies malformatives, mais toutes les malformations, il faut les diagnostiquer en anténatal. Et encore plus dans les uropathies malformatives parce que c'est facile. 80% des uropathies malformatives, on arrive à les détecter en anténatal, 80%. Mais dans les centres qui s'intéressent à ça, parce que maintenant le problème qui existe dans le contexte marocain, et bien sûr les contextes qui ressemblent au Maroc, c'est l'échographie morphologique au cours de la grossesse. C'est-à-dire toutes les grossesses presque sont suivies, mais on ne fait pas d'échographie morphologique, c'est-à-dire à la recherche de malformations au niveau des appareils, au niveau des organes. Et donc c'est pour ça qu'on a peu de diagnostics anténatal dans notre contexte. Mais il faut savoir que c'est facile, 80%, on peut avoir, ou bien on peut détecter au moins une dilatation. On peut suspecter. Quand on suspecte, on peut vérifier à la naissance. Mais quand on ne suspecte pas et on dit à la maman tout va bien, la maman il va prendre son bébé, il va partir chez elle et revient au stade de complication. Voilà, au stade de complications mineures ou majeures comme l'insuffisance rénale. Donc une grossesse normale, donc il faut toujours que l'obstétricien qui fait l'échographie morphologique doit vérifier les reins, doivent être visibles, normaux, bien différenciés,
c'est-à-dire une bonne différenciation contramédulaire. Les urtères, normalement, ne doivent pas être visibles à l'échographie, parce que quand ils ne sont pas dilatés, ils ne sont pas visibles. S'ils sont visibles, ça veut dire qu'ils sont dilatés. Une fois qu'ils sont visibles à l'échographie, ils sont dilatés. La vessie doit être aussi suivie par la sonde d'échographie, la visibilité de la vessie, parce qu'il y a des agénésies vésicales, ça existe. Aussi, quand la vessie n'est pas fermée, comme dans l'extrophie vésicale, on n'arrive pas à la voir parce qu'il n'est pas rempli de liquide, tout simplement. Voilà, donc visible, et aussi rechercher systématiquement, étudier en fait le contour de la vessie, rechercher s'il y a des anomalies dedans. Et bien sûr, il faut quantifier le liquide amniotique, parce que généralement, l'olégamniose, c'est un signe qui est indirect de malformation. L'olégamniose, c'est un signe, c'est-à-dire que lorsqu'il y a peu de liquide amniotique chez la femme enceinte, c'est un élément indirect qui veut dire qu'il y a une malformation quelque part qu'il faut chercher. Une grossesse pathologique, lorsque les reins ne sont pas visualisés, s'ils ne sont pas visualisés des deux côtés, cette situation est incompatible avec la vie. Parce qu'on ne peut pas avoir de nouveau-né vivant avec l'absence de deux. Impossible. C'est pour ça que si on a une agénésie bilatérale, généralement on a des morts-nés ou bien des avortements qui arrivent avant. Mais quand on a un seul rein qui est en agénésie, là c'est généralement le bébé est viable, parce que vous savez que un seul rein est suffisant pour faire la fonction que font les deux reins. D'accord? C'est pour ça que si quelqu'un de nos proches a besoin d'un rein et que nous avons deux reins, on peut lui donner un rein. Et lui, il va vivre sa vie normalement, et le donneur va vivre sa vie aussi normalement. Voilà. Les reins sont visualisés, c'est-à-dire on voit les reins, mais ils sont anormaux. Et généralement, l'anomalie la plus détectée par cette échographie, c'est la pélictasie, c'est-à-dire la dilatation au niveau du pilon. Et c'est un élément en fait qui peut évoquer plusieurs types d'uropathie malformative, depuis le syndrome de jonction, le reflux, les duplicités pilo-urétérales, etc. Donc si on a une pélictasie, on a une dilatation en fait du pilon, ce qu'on appelle l'hydronéphrose aussi, parce qu'on n'a pas uniquement le pilon qui est dilaté, mais le pilon avec un peu les calices qui sont dilatés. Donc c'est pour ça que on l'appelle hydronéphrose anténatale ou bien pélictasie, et que le diagnostic précis se fait à la naissance, c'est-à-dire après la naissance, généralement une semaine après la naissance du nouveau-né. On va demander une autre échographie, mais là, cette fois-ci une échographie de l'arbre urinaire et avec mensuration, c'est-à-dire il y a des mensurations, ce qu'on appelle échographie mensuratrice de l'arbre urinaire. Parce que si vous demandez uniquement une échographie abdominale ou abdominopelvien, le radiologue peut ne pas faire l'étude de l'arbre urinaire. Il va aller chercher, étudier le foie, la rate, etc. Peut-être les reins, s'il les trouve dans son chemin. Mais si vous demandez une échographie mensuratrice de l'arbre urinaire, là, il fait l'étude de l'arbre urinaire, depuis le rein, le bassinet, l'urtère, la vessie et même l'urètre, pour étudier tous ces éléments-là et mesurer aussi les diamètres, le diamètre antéro-postérieur du bassinet, le diamètre de l'urtère pelvien, parce qu'à l'échographie, la partie de l'urtère qu'on peut dégager et voir par l'échographie, c'est l'urtère pelvien et pas l'urtère lombaire. D'accord? Donc c'est l'urtère pelvien. Donc généralement le radiologue, lorsqu'il veut chercher s'il y a une dilatation au niveau de l'urtère, c'est l'urtère pelvien. Et aussi l'étude du contour de la vessie. Pourquoi le contour de la vessie c'est très important? Parce que une vessie normale a un contour qui est régulier et une paroi qui est fine. La paroi vésicale, c'est une paroi qui est fine. Si on a un contour qui est irrégulier avec une paroi qui est épaissée,
et on arrive à mesurer l'épaisseur de cette paroi vésicale, là c'est un élément qui est en faveur d'une souffrance de cette vessie. C'est-à-dire c'est une vessie qui est fonctionnellement anormale. C'est-à-dire qu'il trouve des difficultés à réaliser ses fonctions. Et généralement, il y a un obstacle quelque part en dessous vésical. C'est-à-dire c'est une vessie qui lutte, c'est ce qu'on appelle la vessie de lutte. Deux éléments radiologiques et échographiques, surtout en faveur de la vessie de lutte, c'est l'irrégularité de la paroi vésicale et deuxièmement, c'est l'épaississement de la paroi vésicale.